Alors, bonjour et bienvenue dans la section sur le côlon irritable, donc un problème de digestion que plusieurs personnes, malheureusement, vont vivre avec. Mhm. Et ça vaut la peine donc d'en parler dans cette grande et large section des maladies chroniques. Commençons, Anne-Isabelle, par définir qu'est-ce que le côlon irritable. Bon. Alors, le côlon irritable est, comme tu l'as dit, une maladie qui affecte énormément de gens, près de 10% de la population, une personne sur 10, si peut-être on sous-estime même, là, parce qu'il y en a plein qui ont des symptômes digestifs pour lesquels ils n'ont jamais consulté puis qu'on n'a jamais donné de diagnostic à proprement parler. Donc, on définit ça, il y a des critères bien spécifiques avec les critères de Rome, comme on peut voir dans la littérature, mais en général, là, pour résumer les critères de Rome, il s'agit d'une douleur abdominale au moins une fois par semaine qui est associée avec un changement au niveau des selles qui se manifeste sous forme de constipation ou de diarrhée, ou les deux, ça peut varier. Puis ça induit vraiment des symptômes incapacitants chez les gens là, la plupart du temps. Là. Ça suscite énormément de consultations médicales. Donc, c'est une maladie chronique, vraiment, parce que ça dure, quand on a ça des fois dans notre vie, ça peut durer des années, voire toute une vie, sans nécessairement en trouver une cause bien claire. Okay. Et c'est préoccupant pour les gens, donc ça les Vraiment. pousse à consulter puis Bien, à certains, trouver des hey, solutions. on mange minimum 3 fois par jour. Hmm. Donc, ces symptômes-là sont manifestes aussitôt que notre système digestif se met à travailler. Donc, évidemment, ça doit être extrêmement envahissant comme Je symptôme. comprends. Alors, ce qui est important de faire avec des symptômes digestifs, premièrement, c'est d'en parler à un professionnel de la santé. La première personne que je vois de très pertinent dans le domaine, c'est une nutritionniste qui peut aider à déterminer quel genre de symptômes peuvent relever disons, de la digestion de certains aliments. Puis il y a énormément de conseils nutritionnels qui peuvent être administrés puis implantés dans la vie qui peuvent soulager grandement l'état digestif. Par contre, il y a certains critères qui nécessitent quand même de consulter un médecin pour faire des investigations plus approfondies. Donc, évidemment, on ne serait pas, dans ce cas-ci, dans un diagnostic de côlon irritable. D'ailleurs, le côlon irritable, c'est un diagnostic d'exclusion. Ça veut dire qu'il faut avoir éliminé les pathologies plus graves du système digestif avant de dire que c'est un côlon irritable. Puis, en réalité, là, entre toi et moi, le côlon irritable, c'est un nom qu'on a inventé pour classifier ce qu'on n'a pas encore réussi à décrire sur le plan médical. Là. C'est comme un diagnostic poubelle un peu là, qui dit, bon, il y a encore des douleurs, je ne sais pas trop c'est quoi, c'est un côlon irritable. Au lieu de juste dire ce que la personne n'a pas, on va créer une catégorie pour nommer ça. Oui, c'est ça, puis mettre le patient dans cette classe-là, malheureusement. Alors, qu'est-ce qui sont les symptômes qui doivent susciter une investigation? Donc, si vous avez des symptômes digestifs, il faut quand même répertorier certains symptômes red flags qui doivent absolument solliciter une évaluation ou une investigation médicale. Donc, par exemple, le fait d'avoir de la diarrhée plus que 3 fois par jour, donc des selles liquides 3 fois par jour et plus, régulièrement. Par exemple, avoir du sang dans les selles régulièrement, qui n'est pas nécessairement issu d'une fissure ou d'hémorroïdes là, qu'on peut bien examiner, mais plutôt vraiment à travers les selles. Des selles noires comme du charbon là, qui peuvent témoigner d'un saignement digestif plus haut, comme qui vient de l'estomac puis qui se propulse dans les selles. Par exemple, le fait d'être réveillé la nuit pour devoir aller à la selle ou avoir des douleurs abdominales, c'est jamais vraiment normal. Ça doit éveiller un soupçon, effectivement. Le fait de perdre du poids de façon inexpliquée alors qu'on n'a pas réduit les apports caloriques et qui sont associés à des symptômes digestifs, ça peut témoigner qu'il y a quelque chose qui n'est pas bien absorbé et ou vraiment un mauvais fonctionnement du système digestif qui doit susciter encore une investigation. Donc, tout ce genre de symptômes-là là, qui sort de la normale. Puis évidemment, diarrhée excluant là, une gastro ou une infection. Là. Oui, naturellement. C'est sûr que si on a une gastro-entérite puis on a la diarrhée pendant 10 jours, ben c'est la gastro-entérite. Là, mais si ça dure 3 mois puis qu'il n'y a pas d'autres causes qui ont été évoquées, ben là, c'est clair qu'il faut investiguer davantage. Donc, naturellement, le fait de faire certains tests cliniques, incluant des prises de sang ou des marqueurs dans les selles, peuvent nous aider à avoir un diagnostic plus clair. Donc, on peut aller voir par le biais de certains tests dans les selles et des prises de sang, les diagnostics de maladies inflammatoires intestinales comme la maladie de Crohn, la colite ulcéreuse. On peut aussi diagnostiquer la maladie cœliaque, qui est une maladie auto-immune qui est
provoquée par l'exposition au gluten dans l'alimentation qui peut vraiment affecter le fonctionnement du système digestif. Il peut y avoir des anomalies de la fonction pancréatique exocrine. Ça veut dire que notre pancréas il est impliqué dans la digestion des nutriments. Puis quand il devient un peu moins compétent pour le faire, bien, les nutriments ne sont pas très bien absorbés et donc on voit une perte de poids ou on voit des anomalies dans les selles. Donc tout ça peut s'évaluer. On peut aussi aller voir avec des caméras, donc en gastro-entérologie, selon certains critères très clairs, on peut faire une gastroscopie, on peut faire une colonoscopie. Donc des tests aussi agréables les uns les autres. Ah, mon Dieu, non, c'est très, très, très agréable. Alors, cet examen-là se fait par le gastro-entérologue, puis vise à aller voir vraiment à quoi ressemble la muqueuse digestive de l'estomac. Y a-t-il un ulcère? Y a-t-il une gastrite? C'est-tu inflammé? Y a-t-il des particularités qui signent, qui sont des marqueurs de maladies bien établis? Souvent, on peut prendre même des biopsies de la muqueuse pour l'analyser et déterminer s'il y a des signes, encore une fois, d'inflammation, de maladie cœliaque, etc. Je comprends. Donc, une fois que ces investigations-là sont faites, s'il y a lieu d'y faire, parce que pour certains individus, malheureusement, malgré l'intensité de leur ballonnement, de douleur, il n'y a malheureusement pas vraiment de critères d'investiguer au-delà de ça. On doit évidemment compléter l'investigation, mais après ça, on est un peu laissé à nous-mêmes dans le diagnostic de côlon irritable. Il y a plusieurs hypothèses qui sont véhiculées, à savoir qu'est-ce qui cause le côlon irritable une fois qu'on a exclu ces diagnostics-là, qu'est-ce qui cause ça? Donc, c'est ça la question, là. C'est ce que les gens se posent comme question. Pourquoi que j'ai ça, moi? Exactement. Donc, il y a plusieurs hypothèses actuellement qui sont décrites. Premièrement, il peut y avoir un phénomène d'hypersensibilisation. Donc, pour certaines personnes, la distension aérienne des anses intestinales provoque un stimuli douloureux qui est perçu de façon extrêmement plus désagréable que les autres. Okay? Donc, il y a cette thèse-là. Donc, si on reformule la thèse, il y a du gaz. Il y a du gaz, et ça fait gonfler, mal. Ça fait gonfler l'intestin et ça fait mal. Ça fait mal, mais certaines personnes peuvent le vivre de façon vraiment plus intense que d'autres. Et donc, ils sont très sensibles à ça, puis ça provoque énormément de symptômes, alors que pour d'autres, ça peut passer flou sans même s'en rendre compte. Okay? Alors qu'il y a le même niveau de gaz, la même quantité de gaz excrété dans les études, par exemple. Oui, je comprends. Puis d'ailleurs, en fait, j'explique souvent en consultation, l'intestin, je l'imagine, moi, comme étant un ballon de clown, des ballons allongés, pour faire des petits chiens. Là. Bon, ballon de clown qu'on a fait des nœuds ou des saucissons, si on veut. Donc, l'intestin a des valves. Hein, donc, c'est comme si chaque nœud était une valve. Et si on veut, c'est comme si on gonflait une section seulement du ballon. Puis souvent, il y a des gens qui vont dire mais des fois, je sens comme un glou-glou, ou ça bouge dans mon ventre, puis là, ça soulage. Là, tout à coup, ça va mieux. Ben, c'est le sphincter qui s'est ouvert. Finalement, le gaz a pu se répartir en 2 chambres au lieu d'être dans une seule chambre. Puis ça peut expliquer peut-être ce genre d'explication-là, à savoir que la distanciation en fait, de l'intestin va créer une douleur chez certaines personnes pire que d'autres et qui peut être soulagée parfois quand justement il y a un sphincter qui va se relâcher au niveau de l'intestin et le gaz va se répandre. Puis après ça, on pourrait parler du gaz en tant que tel, mais bon, pour l'instant... Bien, en fait, c'est un bon point parce qu'il y a certains aliments qui vont favoriser la fabrication de gaz, donc tout ce qu'on appelle les FODMAP, donc les glucides là, qui sont fermentables, les oligodisaccharides et polyols là, de mémoire ou quelque chose comme ça. Bon, il ne faut pas que je me trompe. Fermentable, oligosaccharides, saccharides, monosaccharides. Et c'est manqué le M, c'est ça, et polyols. Alors, tous ces aliments-là, ces types de glucides-là présents dans différents aliments, fruits et légumes et aliments transformés naturellement qu'on ne veut pas, mais va malheureusement être susceptible d'être fermenté davantage par les bactéries de notre intestin. Donc, c'est sûr que si ça fabrique plus de gaz à la base, bien, on va être plus susceptible de gonfler puis d'avoir mal en conséquence. Donc, de là, la pertinence de la nutritionniste qui peut orienter nos patients vers l'implantation de stratégies donc anti-FODMAP, là, mais ça, on en parlera davantage dans la thérapie. Oui, effectivement. Tantôt. Donc, pour poursuivre sur les hypothèses, on a parlé de ça. Il y a même certaines études qui démontrent qu'il y a de l'inflammation dans les anses digestives des patients qui ont des symptômes de côlon irritable. Donc, par quoi est issue cette inflammation-là? Il y a différentes hypothèses. Des fois, certains aliments vont provoquer une réaction immunitaire. Donc, on le voit bien pour le gluten, pour les gens qui ont la maladie cœliaque, mais aussi les gens qui n'ont pas de maladie cœliaque, mais ils ont une sensibilité cœliaque
une sensibilité au gluten non cœliaque, exactement, qui vont quand même avoir plein de symptômes digestifs suite à l'exposition au gluten, qui vont engendrer un peu d'inflammation, mais sans que ça corresponde aux critères d'auto-immunité avec certains anticorps bien spécifiques. Donc, par exemple, certains vont être sensibles à la caséine dans les produits laitiers, à d'autres protéines qui se retrouvent dans les allergènes, soya, maïs, noix, etc., les œufs. Donc, le fait d'être exposé à ces aliments-là, ça peut générer une inflammation digestive puis avoir des symptômes secondairement. Il y a même certains tests qui ont été déployés, qui sont des tests d'IgG alimentaires. Donc, on peut dépister dans le sang les anticorps contre certains aliments pour lesquels notre corps réagit. Donc, ça a été étudié dans certaines études. Par contre, ce n'est pas encore recommandé comme usage régulier parce que ça n'a pas été validé cliniquement. On ne sait pas si vraiment le résultat du test, le fait d'enlever tous ces aliments-là, c'est ça qui va vraiment guérir quelqu'un. Peut-être ça peut aider, mais pour l'instant, ce ne sont pas des recommandations systématiques qu'on fait à nos patients. Là. Il y a des laboratoires privés qui l'offrent, mais ce n'est pas dans le système public actuel. Non, c'est ça. Il faut payer pour aller chercher. Il faut que ce soit vraiment le patient qui le fasse puis qui comprenne hors de tout doute que ce n'est pas des tests validés cliniquement, que son médecin ne va pas l'inciter à faire ça systématiquement. Mais si lui veut le faire de son propre gré parce qu'il a lu là-dessus puis trouve ça intéressant, c'est quand même aidant pour déterminer comment peut-être orienter l'alimentation. C'est dans le portfolio de solutions possibles. Exactement, c'est ça. À mesure d'en avoir essayé, si on se retrouve devant rien, mais je pense que c'est tout à fait approprié de lire là-dessus puis de voir si ça peut être valide pour soi. Une autre hypothèse qui est de plus en plus discutée en médecine fonctionnelle, disons, c'est le SIBO. Est-ce que tu connais le SIBO? Oui. Le SIBO, ça veut dire Small Intestinal Bacterial Overgrowth. Il y a des études qui disent qu'à peu près 70 à 80 des cas de côlon irritable, c'est en fait un SIBO qu'on commence à diagnostiquer. Qu'est-ce que c'est le SIBO? C'est une progression. Tu sais, nos bactéries, notre microbiote essentiellement, la majorité de notre microbiote intestinal là, qui fabrique les sels puis qu'on voit dans le bol de toilette à tous les matins, il réside dans le côlon. Dans certains cas, ces bactéries-là peuvent progresser dans l'intestin grêle et aller coloniser l'intestin grêle. Et donc, quand on mange des aliments qui peuvent être facilement fermentés, on nourrit à la fois les bactéries qui ont progressé dans notre intestin grêle, qui vont fabriquer du gaz. Et là, qu'est-ce qui se passe? Notre intestin grêle va se dilater et ça va faire mal. On va avoir des crampes. On va avoir l'impression d'avoir un ventre de femme enceinte de 6 mois à tous les repas, puis de devoir bouger, essayer de faire passer ça. Après plusieurs heures, sous forme de gaz excrété à la fin de la journée ou avoir des grosses douleurs en bord là, qui témoignent des anses intestinales qui sont complètement dilatées. Donc, ça, on voit ça très souvent. Puis, une des façons de sent ça aussi très souvent. On le sent ça aussi très souvent. Une des façons de dépister le SIBO, c'est de faire ce qu'on appelle un breath test. Donc, on ingère une solution qui contient du lactulose, qui est comme un sucre fermentable qui ne s'absorbe pas dans le sang. Donc, on boit du lactulose et 15 minutes après, on va digérer ce lactulose-là. Puis les bactéries qui ont envahi l'intestin grêle vont le digérer puis fabriquer des gaz, de l'hydrogène, du méthane, du sulfure qui vont s'absorber dans le sang. Puis on doit souffler dans une espèce d'écouvillon là, qui vont récolter les gaz expirés pendant à peu près 2-3 heures de temps. Et à l'analyse de ces gaz-là, on peut savoir si il y a beaucoup de méthane, beaucoup d'hydrogène, probablement du sulfure. Alors, on pense qu'il y a un SIBO associé à ça. Ça peut être une des causes des symptômes du côlon irritable. Est-ce que c'est un test actuellement disponible dans le système public québécois? Il est disponible dans un hôpital dans la région de Montréal avec des longues listes d'attente gratuitement. Okay. Il est par contre très disponible au privé. C'est à peu près 200 210 facilement accessible par certaines compagnies. Donc encore là, dans le on peut le faire chez soi. Oui, tout à fait. On peut le faire chez soi, obtenir même notre résultat, puis aller le montrer à notre médecin après pour nous aider à se faire traiter adéquatement. Là. Ou notre nutritionniste aussi. Exactement, parce qu'il y a beaucoup à faire, tout à fait. Puis même, ça peut même relever uniquement des nutritionnistes. Puis s'il y a un échec, là, ça pourrait aboutir chez le médecin pour d'autres thérapies plus intensives. Puis ça, on va en discuter dans la section traitement. Est-ce qu'on est rendu là? Bien sûr. Parfait, allons-y.